Gucci, l'une des marques mode les plus en vogue au monde, avec une valeur estimée à 22,6 milliards de dollars. Mais ce qui commence comme l'histoire d'une petite entreprise familiale devenue riche se transforme en sombre et choquante histoire de trahison. Sous les apparences glamour du monde de la mode se cachent des fréquentes querelles familiales, des procès, une tentative de contrôle de l'entreprise et malheureusement même un meurtre. Alors asseyez-vous, détendez-vous et mettez-vous à l'aise car dans cette vidéo, nous allons voyager à travers l'histoire folle et controversée de Gucci. Gucci est né et grandi en Florence, en Italie, et a travaillé dans la boutique de chapeaux de paille de ses grands-parents. Cependant, l'entreprise familiale a fait faillite, laissant Guccio sans le moindre sou. À l'âge de 18 ans, Guccio décide donc de partir à Londres pour chercher du travail et trouve un emploi à l'hôtel Savoy. Il observe que les clients riches et célèbres de cet hôtel portent souvent des articles en cuir. Est-ce qu'il y a des employés de l'hôtel? Forcément des vêtements chers et des bagages très chers aussi. Ensuite, il se retrouve à travailler pour une compagnie ferroviaire qui s'appelle Wagon. Il change beaucoup de métier, le frérot. Où il va encore passer plus de temps à aider les voyageurs à transporter leurs bagages. Et là encore, il remarque et prête attention à la qualité des bagages et des sacs à main de luxe. Très très malin. Ensuite, Guccio s'est rendu compte qu'il pouvait devenir extrêmement riche en ouvrant sa propre boutique de maroquinerie destinée à des clients de haut de gamme comme cela. Cependant, il savait aussi qu'il faudrait des années de travail pour pouvoir se familiariser avec l'industrie du cuir et économiser énormément d'argent pour pouvoir se mettre à son compte. C'est pourquoi, après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale, il va trouver un emploi dans l'atelier de fabrication de cuir pour acquérir un maximum d'expérience. Enfin, en 1921, à 40 ans, Guccio a économisé et a appris suffisamment pour pouvoir ouvrir sa propre boutique à Florence. Ce magasin d'articles de maroquinerie constitue des articles très modestes de la société que nous connaissons aujourd'hui. Guccio a d'abord importé des articles de maroquinerie, mais il avait de plus en plus de demandes pour des sacs à main de luxe ou des chaussures à design unique. Il a commencé à apprendre exactement le type de modèle que les clients riches souhaitaient, et comme c'était très compliqué à trouver chez les fournisseurs, il a décidé tout simplement d'ouvrir sa propre boutique pour en créer. Il engage alors plusieurs employés pour répondre à la demande. Grosse erreur, ça l'a rapidement dépassé et il a accumulé énormément de dettes. À plusieurs reprises, il a eu du mal à joindre les deux bouts et a fait part de ses difficultés à qui voulait l'entendre. Et finit par demander un prêt à son beau-fils pour pouvoir poursuivre son activité. En vieillissant, il a pu compter sur ses trois fils, Aldo, Rodolfo et Vasco, qui ont pu l'aider à gérer l'entreprise et s'entendaient logiquement qu'il la reprenne un jour. Mais il est clair qu'à ce stade, Gucci n'était qu'un petit magasin qui n'avait rien de spécial. Alors que Guccio est satisfait de son activité de maroquinerie, ses enfants voient plus grand. Ils finissent finalement par le convaincre et décident d'ouvrir une deuxième boutique à Rome. Au départ, il était réticent car il estimait que c'était trop risqué. Mais ils ont réussi à le convaincre, comme quoi les enfants ont toujours raison. La boutique finit par devenir extrêmement populaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Car les soldats cherchaient à acheter des cadeaux pour leurs épouses ou leurs petits amis restés au pays. Et finalement, en 1950, Gucci réalise énormément de bénéfices et décide donc d'ouvrir une troisième boutique à Milan. En 1953, Adolfo, Rodolfo et Vasco décident de prendre l'avion et de s'envoler à New York pour ouvrir leur premier magasin américain. Mais la pression de leur expansion est peut-être trop forte pour leur père car 2 semaines après l'ouverture du magasin à New York, Guccio décède d'une crise cardiaque. Grimalda décide de se battre avec ses frères au tribunal, mais elle perd. La fille ne reçoit rien de la fortune de Gucci, bien que son mari ait aidé à maintenir la société en prêtant de l'argent à son père. Et ce n'est que le début des drames juridiques de la famille. Il s'avère que l'expansion à New York était exactement ce que Gucci avait besoin. En tant que première marque italienne de luxe à New York, la société a pris un démarrage considérable, devenant de plus en plus populaire auprès des célébrités hollywoodiennes. Bien entendu, cela ne fait qu'accroître les demandes de produits Gucci, car les gens veulent s'habiller comme leur star préférée d'Hollywood. Et là, pendant un certain temps, les frères dirigent l'entreprise avec succès et sans problème. Vous voyez les problèmes arriver? Le premier, Vasco, décède en 1974 et du coup lègue ses actions à sa femme. Aldo et Rodolfo rachètent ses parts, ce qui signifie qu'ils détiennent 50% de la société, et décident la même année d'ouvrir un magasin Gucci à Hong Kong. Gucci est donc l'une des premières marques à se concentrer sur l'élargissement du marché asiatique, ce qui s'avère très payant. Les deux frères continuent de réinvestir leurs bénéfices dans la croissance et en 1975, ils décident de lancer une ligne de parfums et continuent d'augmenter le nombre de produits sous le nom de Gucci. Gucci est désormais une marque de luxe qui vend des sacs à main, des portefeuilles, des chaussures. Mais à ce stade, Gucci reste toujours une entreprise familiale privée. Or, un vieux dicton dit que lorsqu'il s'agit d'une entreprise familiale, la première génération la construit, la deuxième la développe et la troisième la détruit.
Oui, j'ai changé de lunettes parce que les autres ils me faisaient trop mal aux yeux. Bref, c'est un détail. Aldo Gucci a eu 3 fils, Giorgio, Roberto et Paolo. Et il a donné à chacun d'eux un petit pourcentage de la société à partir de ses actions. Quant à Rodolfo Gucci, lui décide de conserver les 50% de la société, car il refuse de céder ses parts à son fils unique Maurizio. La vie de la famille Gucci est loin d'être paisible. Les cousins se disputent constamment pour savoir qui contrôlera la marque Gucci. Les 2 frères de la deuxième génération avaient réussi à transformer l'entreprise en une entreprise de luxe. Un énorme succès mondial, mais ils vieillissent et il y a beaucoup de disputes pour savoir qui devrait diriger Gucci lorsqu'ils ne seraient plus là tous les deux. Les choses s'aggravent davantage lorsqu'en 1972, Maurizio a épousé une femme nommée Patrizia Reggiani. Je suis en train de massacrer les prénoms des Italiens. J'espère que vous m'en voudrez pas. Connue pour être une croqueuse de diamants. Elle a dit un jour, très culottée, il vaut mieux pleurer dans une Rolls Royce que d'être heureux sur un vélo. Du coup, Patricia aimait porter de la marque Gucci dans les soirées ou vivre comme une modèle. Et en coulisses, elle faisait pression sur Maurizio pour qu'il devienne un jour le nouveau PDG de Gucci. Elle s'attribue également une grande part de responsabilité dans la popularité de la marque. Patricia était aussi incroyablement contrôlante, pour pas dire chiante, et ne faisait que remuer les couteaux dans la plaie de la famille Gucci en montant délibérément les membres de la famille les uns contre les autres. Rodolfo désapprouvait totalement le mariage de son fils, qualifiant Patricia de profiteuse qui ne pensait qu'à l'argent. Cependant, Maurizio était tombé fou amoureux d'elle et n'avait pas tenu compte des avertissements de son père. D'ailleurs, Patricia et lui allaient avoir 2 enfants ensemble. Ce n'est que plus tard que Maurizio regrettera de ne pas avoir écouté son père. Le mariage de Maurizio avec Patricia contre la volonté de son père n'a fait que tendre leur relation. Rodolfo a refusé de donner à son fils des parts de Gucci, mais malheureusement finit par mourir et ses 50% de la société sont transférés à son fils puisqu'il n'avait pas d'épouse et d'autres enfants. Du jour au lendemain, Maurizio est passé d'une situation où il détenait aucune part de Gucci à une situation où il détenait 50% des parts. Mais cela ne signifie pas que lui et ses cousins ne se disputent pas constamment sur la façon de gérer l'entreprise. Les membres de la 3e génération avaient tous des projets et des visions différentes pour l'entreprise. Par exemple, à cette époque, Gucci concède ses licences aux grands magasins, ce qui rapporte beaucoup d'argent, mais Maurizio estime que cela dévalorise la marque, qui du coup n'est plus réservée aux riches et aux célébrités. Et pour ne rien arranger, des fausses versions classiques de Gucci étaient vendues au coin des rues dans les villes du monde entier. Maurizio voulait que la marque redevienne un luxe que seuls les riches et les célèbres pouvaient s'offrir. Il a donc supprimé les licences et Gucci a perdu presque immédiatement plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires à cause de cela. Il est clair que l'idée semble terrible au départ, mais beaucoup pensent que cela en fait a sauvé l'entreprise à long terme. Gucci n'était plus accessible à tout le monde, elle était redevenue exclusivement aux personnes fortunées, ce qui l'a aidé à devenir une marque patrimoniale. Par ailleurs, Paolo, le cousin de Maurizio, se sentit maltraité par son père Aldo parce qu'il n'avait qu'une petite participation dans l'entreprise et très peu de responsabilités. Il voulait devenir créateur de mode et estimait que c'était lui qui devait concevoir le produit Gucci. La seule chose sur laquelle la famille Gucci était d'accord était que la création de Paolo n'était pas assez bonne. Paolo, très énervé et frustré, décide de dénoncer son propre père Aldo, âgé de 81 ans pour fraude fiscale. Son père est donc condamné à 366 jours de prison et du coup Paolo profite de cette occasion et tente de se faire un nom en lançant sa propre marque. Devinez le nom, Paolo Gucci. La famille essaie de l'empêcher, craignant qu'il ternisse l'image de la marque Gucci, mais Paolo trouve rien de mieux à faire que de dépenser 8 millions de dollars pour attaquer Gucci en justice afin d'obtenir le droit d'utiliser son propre nom sur la ligne de vêtements. Cependant, ses grands rêves n'ont pas été couronnés de succès. Les ventes n'ont pas permis de compenser le montant de ses dettes. Selon sa fille, sa ligne n'a pas eu de succès parce que Gucci a immédiatement acheté le droit de Paolo Gucci et a fait disparaître ses objets. Bien que même sa fille admet que les premières pièces produites par Paolo étaient laides. Si tu veux améliorer ton style ou atteindre un niveau de style dont tu as toujours rêvé, n'hésite pas à prendre un rendez-vous pour un coaching privé avec moi et mon équipe et on se fera un plaisir de te faire atteindre tes objectifs. La famille Gucci n'a pas cessé de faire parler d'elle dans le monde entier par des procès et des drames familiaux. Maurizio en avait assez. Il souhaitait trouver des investisseurs afin de pouvoir s'affranchir du reste. Une société appelée Investcorp a accepté de mettre l'argent à disposition. Investcorp avait déjà investi dans Tiffany et contribué au succès de la bijouterie. Mais c'était la première fois qu'elle investissait dans une marque de mode de luxe. À cette époque, Paolo était devenu la brebis galeuse de la famille et ne détenait plus que 3,3% des parts de Gucci. En 1988, Paolo a vendu ses actions Gucci à Investcorp
pour 40 millions de dollars. Cependant, il n'a pas utilisé cet argent à bon escient. Il a lapidé ses gains et en 1993, Paolo s'est déclaré en faillite avec des dettes de plus de 90 millions de dollars. Au fil des temps, Maurizio a convaincu le reste de la famille Gucci de vendre également ses parts à Investcorp, qui détenait encore alors 50% de la marque Gucci. Cependant, Maurizio reste à la tête de l'entreprise et prend toutes les grandes décisions. En 1989, il engage Dawn Melo en tant que vice-président exécutif et styliste en chef de Gucci. Tout comme Maurizio, elle voulait contribuer à l'exclusivité de la marque. C'est elle qui a eu l'idée de réduire le nombre de magasins de 1000 à 180 seulement dans les endroits les plus rentables. Ils ont également réduit le nombre d'articles vendus par Gucci de 22 000 à seulement 7 000. Melo a également ramené certains de ses best-sellers classiques comme le sac bambou ou les mocassins Gucci. Maurizio avait une grande vision pour Gucci. Maintenant que le reste de la famille n'est plus dans le coup, l'une des premières choses qu'il fait est d'ouvrir un nouveau magasin extravagant à Milan. Il voulait également que tous les nouveaux produits remplaçant des stocks existants, ce qui a entraîné un endettement massif de l'entreprise. De plus, il voulait se débarrasser de la ligne d'accessoires de Gucci. Cette décision était très controversée car il s'agissait littéralement l'une des sources de revenus les plus rentables de Gucci. Ce qu'il faut savoir, c'est que le commun des mortels n'a peut-être pas les moyens de s'offrir des vêtements, des chaussures ou des sacs à main Gucci, mais il a peut-être pour acheter un portefeuille, des lunettes de soleil ou même une ceinture. Or, sans ces accessoires, la marque n'est réellement accessible qu'aux personnes vraiment fortunées. C'est ce que Maurizio voulait, mais d'un point de vue commercial, cela semblait pour le moins risqué. Maurizio voulait également se débarrasser du logo GG classique, ce qui s'est avéré être une grave erreur. Il s'agissait d'une marque emblématique que tout le monde reconnaissait et qui représentait 70% des ventes. Finalement, tous les changements opérés par Maurizio pour faire rentrer Gucci dans la nouvelle ère se sont traduits par une hémorragie financière. La marque perdait 30 millions de dollars par an. Gucci ne pouvait plus se permettre de payer les salaires ou les fournisseurs. Après des années de lutte, Maurizio se sépare de sa femme, Patrizia. En 1994, ils finalisent leur divorce. Selon son ami Pina, Patrizia était plus triste et désolée de perdre le nom Gucci que de perdre son mari. Attendez, c'est pas fini, vous allez être choqués. Cependant, Patrizia était en colère à cause du divorce et a continué à harceler Maurizio et à lui laisser des messages vocaux menaçants. Il a essayé d'aller de l'avant avec sa nouvelle petite amie Paola, mais Patrizia a refusé que cela se produise. Elle craignait qu'il se marie avec Paola et fonde une nouvelle famille et que du coup elle et ses filles perdent l'argent que leur donnait Maurizio, qui était le seul moyen financier pour son train de vie somptueux dont elle avait tant envie. En 1995, alors que Maurizio se rendait à son bureau, un homme armé est apparu. Il l'a abattu de 3 balles dans la tête en plein jour. La police a enquêté sur tous les suspects potentiels. Après tout, avec tant de conflits familiaux, Maurizio avait beaucoup d'ennemis. Mais pendant 2 ans, l'affaire est restée sans suite et finalement la police a reçu un tuyau anonyme l'invitant à enquêter sur Patrizia. Il s'avère que Patrizia a fait le tour de la ville en demandant presque à toutes ses connaissances comment elle pouvait tuer son ex-mari et s'en tirer. Elle a même demandé à son avocat comment elle pouvait le faire sans être condamnée à une peine de prison. Avec l'aide de son ami Pina, elle a ensuite engagé un tueur à gages. Lors du procès pour meurtre, elle a insisté pour ne porter que les plus belles tenues Gucci devant les caméras. Patrizia Reggiani a été condamnée à 29 ans de prison et le tueur à gages à la perpétuité. Patrizia purgera finalement que 18 de ses 29 années et elle aurait même pu être libérée encore plus tôt si elle avait simplement accepté de participer à un programme de réinsertion par le travail. Mais elle a refusé en déclarant « Je n'ai jamais travaillé de ma vie et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant ». Après l'assassinat de Maurizio Gucci, la marque Gucci a entamé une nouvelle ère et a connu un regain de popularité après avoir engagé le designer Tom Ford en tant que directeur de la création. Ce dernier a ramené le logo classique de Gucci et a commencé à concevoir des collections qui s'adressaient à une génération plus jeune. Tom Ford et le PDG Domenico De Sole formaient un duo dynamique. Cette période, connue plus tard sous le nom de Tom Don Bomb, a contribué à redresser la situation de Gucci. Maintenant que la famille Gucci n'est plus impliquée et que la marque n'était plus dans les situations de crise, les ventes ont doublé, passant de 263 millions de dollars à 500 millions de dollars. Les choses allaient enfin s'améliorer. Investcorp a rapidement voulu en profiter et Gucci est donc devenu une société et l'introduction en bourse a été un franc succès. Investcorp a ensuite vendu ses actions de la société et a réalisé un bénéfice de 2 milliards de dollars sur son investissement. Ils se sont toutefois retirés au bon moment. En 1997, le cours des actions de Gucci s'est effondré en raison des crises économiques sur le marché japonais du luxe. Cette chute du cours a suffi au conglomérat de la mode LVMH
pour commencer à acheter des actions de Gucci à prix réduit. Bernard Arnault, PDG de LVMH à l'époque, a déclaré aux médias qu'il s'agissait d'une tentative de prise de contrôle amicale. Il se fout un peu de notre gueule, celui-là. Bernard Arnault avait la réputation d'être le loup en Cachemire et avait été impliqué dans le rachat de plusieurs grandes marques de mode de luxe, de sorte que le PDG Gucci était inquiet. Il s'est adressé à un investisseur pour l'aider à lever davantage de fonds afin que Gucci puisse commencer à acquérir autant de marques de mode émergentes que possible, de manière à ce qu'elle puisse être le véritable rival de LVMH au lieu d'être racheté par cette dernière. Aujourd'hui, le groupe Gucci, également connu sous le nom de Kering, possède plusieurs marques de mode réputées, dont Balenciaga, Stella McCartney et Alexander McQueen. Et finalement, le duo emblématique Tom Done a décidé de démissionner de l'entreprise en 2004. Quant à Gucci, il est clair qu'elle reste une marque incroyablement populaire et qu'elle continue d'évoluer avec chaque génération. Gucci a environ 50 millions de followers sur Instagram et il y a actuellement plus de 500 magasins dans le monde. Maintenant que la ligne d'accessoires est de retour, Gucci a atteint ce point idéal où elle est accessible à presque tout le monde, tout en restant suffisamment chère pour la rendre exclusive et luxueuse. Le film à gros budget House of Gucci a également placé la marque encore plus sous les feux de rampe ces dernières années. La famille Gucci n'était pas du tout satisfaite de la façon dont elle était dépeinte dans le film et pour être honnête, le film n'était pas tout à fait exact. Mais comme la famille Gucci ne dirige plus l'entreprise, ils peuvent rien dire et on estime que le film a fait augmenter les ventes de Gucci. Bon les gars, j'ai mal aux yeux. Bref, j'espère que cette histoire vous aura plu et moi je vous dis à bientôt. Peace.